Et bonsoir à tous, je suis Marianne Pouget, je suis directrice adjointe de Cap Science à Bordeaux. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette première table ronde des Journées de l'AMSTI autour de la nouvelle donne de la culture scientifique, technique et industrielle. Alors, on l'a vu ce matin, on vit une période complexe, un monde en pleine mutation, on fait plus que jamais face à des nouveaux défis. Et c'est précisément maintenant qu'il faut parler de science. Il faut engager le dialogue entre les chercheurs et les citoyens, qu'il faut rendre audible la parole des chercheurs et redonner cette culture scientifique à tous qui fait tant défaut. Alors, comment créer le lien entre la science et le citoyen de demain? C'est le sujet de notre table ronde. Et nous avons pour ça cet après-midi 6 invités qui vont nous présenter 4 projets. Donc, je vous invite à poster toutes vos questions par chat et après chaque intervention, on pourra les reprendre et échanger avec eux là-dessus. Et puis, comme on a un timing très serré, je vous propose de commencer tout de suite avec notre premier intervenant, qui est Christophe de Rambure, qui est proviseur au lycée français de Tanger et qui était auparavant proviseur adjoint au lycée français de Valence en Espagne. Alors, en avril dernier, à la Cité des Arts et des Sciences de Valence a eu lieu la COPVAL 2019, qui était organisée par le lycée français de Valence. Elle a réuni plus de 130 élèves issus de 17 lycées français de 7 pays différents, dans le but de sensibiliser ces jeunes aux thématiques de développement durable et les accompagner, les aider à développer leur capacité à négocier et à s'engager. Alors, cette COPVAL est directement inspirée des célèbres conférences des Nations Unies et plus particulièrement celle de la COP21 de Paris. Donc, je vous propose d'abord de découvrir le projet avec une petite vidéo et puis on interrogera ensuite Christophe sur tout ce qui s'est passé. Donc en 2015 est organisée à Paris la COP21. Nous étions convaincus qu'en tant qu'acteurs du réseau de l'enseignement français à l'étranger, nous devions apporter une contribution, apporter notre pierre à l'édifice. Nous étions convaincus que notre travail consiste aussi et surtout à vous préparer à vivre et à agir dans un monde en mutation rapide. À la communauté internationale. Si nous sommes ici, c'est pour traiter de solutions communes qui rentrent dans le cadre du développement durable. Pourquoi est-ce que vous voulez risquer encore plus de jouer avec notre planète quand nous avons déjà des solutions qui ont fait leurs preuves dans le passé et qui peuvent faire leurs preuves dans le futur, qui sont des énergies renouvelables? Si nous avons des difficultés à fournir aujourd'hui les besoins en énergie, s'ils sont multipliés par 3, imaginez un moment, est-ce que nous serons capables réellement? Donc la première résolution, c'est la protection des milieux terrestres, marins. Donc qui veut ces deux résolutions? Parce que vous avez besoin d'avoir des experts et vous avez besoin d'avoir des sous. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que j'ai adoré ça avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble avec Nicolas? On se bat pour que le probable qu'on nous promet ne se produise pas. Il faut apprendre à se mettre du point de vue de l'autre.
comprendre pourquoi on n'a pas la même conviction. C'est la base de la discussion. Prenons l'exemple du Danemark, du Portugal, de la Suède, ou même de l'île de Hierro aux Canaries, qui ont fait le choix de la transition énergétique et pour lesquels ça marche. Et finalement, proposons la création d'un Parlement des étudiants. Nous sommes le futur de la planète, mais personne ne nous écoute. Et aujourd'hui, nous sommes décidés à changer. Merci beaucoup. En vous écoutant, là aussi je faisais un rêve, je me disais si tout d'un coup je pouvais vous transporter dans les enceintes des Nations Unies et que toutes vos préconisations puissent être mises en œuvre. Et en même temps je me disais c'est quand même le con parce que maintenant c'est le monde à l'envers, ce sont les enfants qui sont là pour faire l'éducation des parents. Osez décider, vous, et non pas laisser les autres, de quel avenir vous avez envie. Donc, Christophe, le projet que vous avez mené est vraiment très impressionnant, tant par sa dimension que par la qualité des intervenants que vous avez mobilisés, et puis aussi sa capacité à engager les jeunes dans des défis climatiques. Donc aujourd'hui, on a vraiment envie que vous nous racontiez comment naît un tel projet, qu'est-ce qu'il suscite chez les jeunes impliqués, et puis aussi quels enseignements on peut en tirer. Bonjour Marianne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, alors effectivement, si je commence par la naissance du projet, donc on est en 2014. Je suis à cette époque en fonction sur des missions de direction au lycée français de Valence, donc établissement appartenant au réseau AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui scolarise actuellement un peu plus de 360 000 élèves dans 500 établissements tout autour de la planète. Donc, à cette époque, une consigne forte de la direction nous avait été adressée, celle de participer à notre manière, d'accompagner à notre manière la préparation de la COP 21 qui allait avoir lieu à l'automne 2015. Alors, dans cette consigne, ce qui était véhiculé, c'était aussi le fait de participer au rayonnement de cette COP dans les pays et dans les villes dans lesquelles nous étions nommés. Alors, ayant une inclinaison personnelle forte pour ces thèmes, pour ces enjeux, je me suis très rapidement saisi de cette consigne et mobilisé une partie de l'équipe sur ce sujet. Donc, j'ai amorcé ce projet, si vous voulez, en partant, en m'inspirant d'une modélisation Nations Unies type Sciences Po. C'était le point de départ. L'équipe enseignante a traduit cette modélisation en l'adaptant au public que nous ciblions, c'est-à-dire les élèves de seconde. Nous avons ciblé le niveau seconde. Donc, nous sommes partis sur l'idée de créer, de concevoir une COP, une conférence des parties, qui serait destinée aux lycées français de la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, qui sont au nombre de 22 ou 23. Sur les 22-23 établissements, 19 lycées sont immédiatement partis dans le projet. Alors, je fais un petit résumé de ce à quoi cela consistait. Donc, les pays qui s'engageaient engageaient des équipes de 4 élèves qui représentaient un pays. Madrid pouvait être les États-Unis, Barcelone la Chine, Valencia le Sénégal. Chaque élève endossait le costume d'un commissaire spécialisé dans une thématique. Ce pouvait être la biodiversité, l'énergie, la maîtrise de l'eau, l'alimentation. Et charge à cette équipe en amont, alors bien souvent cette équipe a travaillé avec la classe, charge à cette équipe en amont de préparer un dossier qui allait armer le commissaire pour les négociations qui auraient lieu au moment de la conférence. Au moment de la conférence en elle-même, les élèves étaient projetés sur des tables rondes afin de négocier, de partager, de prendre la parole en public, de rencontrer un certain nombre de personnalités, de travailler en équipe. Et puis, in fine, ce qu'il fallait, c'est que en assemblée générale émergent des résolutions qui allaient être votées par la majorité.
Voilà le type d'exercice, je résume un petit peu, je pourrais répondre à davantage de questions tout à l'heure. Comment on mène un tel projet? Alors c'est vrai que quand on travaille dans le contexte de l'AEFE, on est en permanence en recherche d'innovation, puisque c'est ce qui fait un petit peu notre ADN. Et puis on est perpétuellement également en train d'essayer de créer les conditions d'émergence de l'excellence. Et donc pour ce faire, c'est vrai qu'on a l'habitude de nouer des partenariats, et pour mener un projet de ce type, effectivement, il a fallu nouer des partenariats locaux, nationaux, internationaux parfois aussi, associatifs, institutionnels, avec le monde scientifique, bien évidemment. Ensuite, une des clés pour mener ce projet, ça a été d'entrée de jeu de prendre le parti de centrer le contenu de ce qui allait être demandé aux élèves et aux enseignants sur les programmes en vigueur. C'est-à-dire que c'était une stratégie pour nous c'était la certitude pour nous de toucher les enseignants et de faire en sorte qu'ils s'engagent dans ce projet. Les enseignants du second degré ont souvent le besoin de ressentir la cohérence et la complémentarité entre ce que l'on propose et leur programme. Pour mener ce projet aussi, on a fait le pari de l'intelligence de nos équipes, l'intelligence de nos élèves, leur faire confiance, sachant que lorsqu'on évolue à l'étranger, ce genre de projet est vraiment à portée de main, tant nous avons la chance de jouir d'une réputation importante. Qu'est-ce que ça a suscité? Un véritable engouement, un plébiscite de la part de la jeunesse. On est en 2019, on est sur la vague Greta, sur la dernière édition. Donc on sent effectivement que ces thématiques sont au cœur des préoccupations de la jeunesse. Alors nous, on prenait le contre-pied de la grève scolaire, c'est-à-dire que nous, on les faisait travailler dans le cadre scolaire sur le sujet, et on faisait en sorte qu'ils proposent des solutions. L'événement 2019, effectivement, a été assez marquant dans la mesure où l'Espagne était présente, le Portugal, l'Italie, Israël, la Bosnie-Herzégovine, l'Italie, le Maroc. Bon, c'était vraiment très très fort, et nous avions dû d'ailleurs limiter les inscriptions. Des attentes, alors ça a suscité des attentes aussi, puisque le nouveau projet est très attendu. Donc pour moi, entre-temps, il y a eu un changement de poste, un changement de pays, l'arrivée de la crise sanitaire, donc en train de finaliser le nouveau projet qu'on proposera dans les prochaines semaines. Enfin, les trois enseignements, alors j'en garderai pour aujourd'hui, je vais en extraire trois qui sont reliés un peu au sujet qu'on traite aujourd'hui. Le premier, c'est la présence du scientifique. C'est vrai que on a senti dès la première édition, parce qu'il y a eu 4 éditions pour le moment, l'impérieuse nécessité de la présence de la science dans ce travail et de la présence incarnée de la science. Donc, très très rapidement, il nous a semblé très naturel d'inviter des scientifiques sur la conférence et non seulement de partager cette conférence avec eux, mais de les faire intervenir et d'en faire des acteurs principaux. Le scientifique nous a permis de prendre et a permis aux participants de prendre de la hauteur. Il est celui qui a contextualisé, qui a conceptualisé, qui a vulgarisé le complexe. La présence du scientifique nous a aussi amené nos enseignants, si vous voulez, à monter leur niveau d'exigence par rapport aux productions des élèves, faire en sorte que les contenus, les productions soient de qualité et soient en prise directe avec la réalité scientifique. Le scientifique, c'était la fiabilité. Le point de fiabilité qui est très très important pour notre jeunesse actuellement, qui est tellement exposée aux informations parcellaires, morcelées, pour ne pas dire parfois fausses. Donc vraiment, cette présence du scientifique a été extrêmement importante. Et ce qu'on a aussi mesuré en termes d'enseignement par rapport à la présence des scientifiques, c'est sûrement lié à la personnalité du dernier scientifique qui est intervenu, qui était Gilles Boeuf, mais c'est cette capacité c'est cette jonction entre la science et l'émotion. C'est-à-dire que comment s'adresser à des jeunes lorsqu'on est un scientifique en maîtrisant aussi un discours qui fait appel à la sensibilité, à l'émotion, et ça fait vraiment mouche chez nos adolescents. Deuxième enseignement que je tire, c'est la combinaison entre le politique et le scientifique, qui a extrêmement intéressé nos élèves. Parce que dans les élèves qui étaient présents dans la salle, vous aviez des gens qui effectivement pouvaient être intéressés par des carrières en sciences politiques ou vers de l'ingénierie en développement durable, ou alors
sur du militantisme à venir probablement. Et cette question, elle était au carrefour, la question de la relation entre le politique et le scientifique, et beaucoup d'interrogations de la part des jeunes sur ce sujet. Alors c'est d'autant plus intéressant en 2019 qu'à côté de Gilles Boeuf, nous avions Nicolas Hulot, et que forcément cette problématique-là a été traitée. Le troisième enseignement que l'on a senti très fortement cette année-là de la part des jeunes, c'est le besoin d'agir concrètement dans ces domaines-là. Ça, c'était quelque chose de très fort qui va directement, si je passe au nouveau projet, et je terminerai par là, qui va vraiment donner une couleur un peu différente au nouveau projet, puisque si nous gardons dans le nouveau projet cette dominante de modélisation de conférences type Nations Unies, nous voulons aussi que les participants s'engagent très concrètement dans une action au local, dans les villes et dans les pays dans lesquels ils se situent actuellement. Tout en avec alors il y aura une obligation pour cette action au local, c'est d'être accompagné par un scientifique. Alors voilà, on demandera au lycée effectivement participants de nouer des partenariats avec le monde scientifique pour valider l'action qui sera déclinée sur le plan local. Voilà une nouvelle entrée qui peut nous attendre dans les semaines ou dans les mois à venir. Voilà, en quelques mots. Merci, non, très bien. Donc, effectivement, ce que je peux vous dire. Non, mais merci pour cette belle présentation. On va pouvoir prendre des questions maintenant. C'est vrai que c'est assez intéressant ce que vous nous dites, l'évolution que vous avez vue entre 2015 et 2019, qui était l'année Greta, et effectivement des jeunes à qui ça ne suffisait plus, entre guillemets, hein, de venir jouer à faire semblant, se mettre dans un très beau jeu de rôle, aussi beau soit-il, hein, voilà, et qui vraiment là ont émis le souhait de vouloir vraiment s'engager. Et donc, il faut répondre aussi à de nouvelles attentes et leur donner des connexions possibles avec des terrains d'engagement locaux. Et c'est une nouvelle facette de votre intervention. J'accroche aussi sur le terme de l'émotion, hein, que vous avez cité. Ça, c'est vrai que c'est une clé, une valeur assez fondamentale de nos missions et de nos actions de culture scientifique, hein, de notre métier de médiation, créer et susciter de l'émotion. Et c'est vrai que là, la mise en scène que vous offrez à ces jeunes et dans laquelle vous les immergez, forcément contribue, j'imagine, quand même à créer quelque chose de très fort pour eux et de très vivace et à susciter vraiment un engagement fort. Alors, on a question de Alice Recanati qui dit bonjour, en quoi est-ce que votre COP de jeunes est contraignante? Est-ce que les États… est-ce qu'il y a un retour aux États? C'est ça, Alice, la question. Est-ce que les États tiennent compte des propositions des jeunes? Alors, ça, effectivement, c'était la porte de sortie de nos conférences. Et c'est là où, effectivement, on a senti qu'il fallait faire évoluer l'exercice. Parce que non, justement, elles ne sont pas contraignantes. On restait dans des déclarations d'intention, dans des résolutions qui étaient plutôt bien construites, hein, avec la présence d'experts, que ce soit des professeurs du second degré, ou que ce soit des scientifiques ou des économistes parfois. Mais souvent, nous sommes retrouvés en fin de conférence avec nos résolutions et la difficulté de savoir ce que nous allions en faire. Alors, c'est vrai que nous les transmettions à nos ambassades respectives. Et puis, sur la dernière année au ministère de l'Environnement français. Mais malheureusement, on s'en tenait à de la déclaration d'intention. Et c'est pour ça que dans le futur modèle, nous souhaitons réellement que, au-delà de cet exercice, il y ait une concrétisation sur le terrain, même si cette concrétisation n'est pas reliée à l'exercice de modélisation, mais que l'engagement des jeunes se concrétise sur le terrain. Sur le terrain, avec une orientation plutôt locale, puisque nous avons Élise Seliolzem qui demande si du coup on connecte nos résultats auprès d'organismes internationaux. C'est un peu une question qui rejoint celle d'Alice. On n'est pas forcément connecté à ce qui se passe au niveau des Nations Unies, mais plutôt on essaie de le décliner à un niveau local, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. Parfait. On a une autre question de Tania Louis qui nous demande est-ce qu'il y a eu une évaluation de ce projet et notamment est-ce que ça a changé la perception des jeunes sur les sciences et décisions politiques? Ce que l'on a pu mesurer avec une enquête quelques mois plus tard, c'est que, ce que ça a mené au niveau des lycées participants notamment,
c'est effectivement, pas dans tous, hein, mais dans plusieurs lycées, on a vraiment eu un effet sur la politique développement durable du lycée. C'est vrai qu'on dans les pilotages de nos structures, c'est une préoccupation permanente, alors plus ou moins développée en fonction de l'établissement, mais pour certains établissements, c'est toute une démarche qui est entrée qui a pris forme dans l'établissement sur des labellisations d'établissements, sur des partenariats locaux avec des systèmes éducatifs, avec les systèmes éducatifs locaux. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Bon, mais très bien. Écoutez, Christophe, je vous remercie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, mais comme on est à peu près dans notre timing, je pense qu'on va… C'est le parfait moment pour se dire au revoir. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette présentation. C'est vraiment passionnant. Et donc, pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez vous connecter à Christophe pour avoir de plus en plus d'informations sur ce type de projet. Voilà, et nous sommes… juste une phrase, voilà. C'est vrai que si parmi les auditeurs, des structures sont intéressées par le projet et pourquoi pas souhaitent échanger avec nous dans ce domaine, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe de Tanger, et je vous dis à peut-être en fin de conférence, peut-être avec des nouvelles questions. Et je vous propose maintenant de découvrir un deuxième projet qui est porté par Agoranov, un incubateur public qui est basé à Paris autour des enjeux green tech, numérique et santé, qui adhère depuis un an à l'AMSTI, et on en est très fiers, et qui est représenté par Jean-Michel Dalle, son directeur, et puis Sabrina Ono, chargée de projet Les Startups à l'école, qui est le projet dont on va nous parler aujourd'hui, un programme de l'incubateur qui rapproche les publics scolaires des jeunes entreprises innovantes à l'occasion de projets pédagogiques. Alors, on va commencer, Jean-Michel Dalle, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce qui pousse un incubateur à créer un programme de médiation tel que les startups à l'école? Quelle est la philosophie, en fait? En fait, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. C'est Sabrina qui va présenter vraiment les startups à l'école. Mais donc, Agoranov, c'est un incubateur public de startups. Ça fait 20 ans qu'on fait ce métier. On est une émanation des grandes universités, des grandes écoles parisiennes. On a eu la chance d'incuber des sociétés comme Doctolib, que vous connaissez sans doute les uns et les autres, ou comme Insect, qui a beaucoup fait parler d'elle là récemment dans les journaux. Donc, c'est plutôt un programme qui s'est très bien développé et qu'on a développé simplement dans la logique d'une contribution à la société. Et en fait, il y a quelques années, on s'est rendu compte, au travers d'un certain nombre d'exemples, que les innovations portées par les startups, que le potentiel pédagogique des innovations portées par les startups n'était pas exploité aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, alors qu'on voyait plein de choses qui pouvaient être de merveilleux vecteurs pédagogiques, et notamment par rapport à la pédagogie des sciences. Et donc, on a appliqué ce qu'on conseille aux startups à nous-mêmes, on s'est pris par la main et puis on s'est mis en mode entrepreneurial et on a développé les startups à l'école à partir de cette envie, de cette idée, mais de cette envie-là. Je pense que si l'envie n'avait pas été là, on ne l'aurait pas fait. Et je crois qu'on a une petite vidéo, Marianne, pour oui, tout donner à fait, de la qu'on va chair. passer juste avant, donc parce qu'il y a vraiment un objectif pédagogique auprès des jeunes, mais finalement, il y a aussi une dimension pédagogique auprès de vos incubés eux-mêmes. En fait, les incubés, c'est un plaisir pour eux de participer donc aux multiples projets pédagogiques qui sont mis en place. Ils font ça pro bono à l'évidence. Et c'était un des paris des startups à l'école, c'est qu'il y ait dans le public des startups, les fondateurs, les employés des startups. Il y a à peu près ici, par exemple, chez nous, dans le bâtiment, 250 personnes en temps normal et une 40 ou 50 startups. C'est que cette problématique de la pédagogie
vis-à-vis des jeunes, collège, lycée, ce soit quelque chose qui soit suffisamment spontanément motivant pour que les gens aient envie d'y participer. Et ça, c'est un pari qu'on a réussi, dont enfin, c'est un pari qu'on est fier d'avoir réussi, même si sa réussite ne dépendait pas de nous, mais de la bonne volonté des gens des startups. Et la raison pour laquelle on en est fier, c'est parce que ça a marché, mais c'est aussi parce que ça démontre que l'image caricaturale des startups telle qu'elle existe souvent dans les médias, elle est largement fausse, et elle est particulièrement fausse par rapport aux startups innovantes telles que nous, on les connaît. Et c'est vrai qu'au travers de ce programme, si ça contribue à donner une image beaucoup plus riche, beaucoup plus large des startups, on est bien content que ce soit le cas. Donc, c'est effectivement un programme qui fonctionne bien, puisqu'après 5 ans d'existence, vous avez quand même accompagné des projets auprès de 3000 jeunes, qui a fait intervenir 60 startups et 17 académies, parce on verra à la fin avec Sabrina, ce n'est pas un projet qui concerne uniquement Paris. Donc, effectivement, vous nous avez préparé une petite vidéo. Donc, je veux bien, Damien, qu'on lance la vidéo, et puis après, on passera la parole à Sabrina pour qu'elle nous raconte en détail comment ça se passe sur le terrain. Donc, on voit bien effectivement dans cette vidéo comment ces jeunes s'immergent, se mettent dans la peau de start-upers et se confrontent directement en fait à l'innovation. Alors, Sabrina Ono, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment se construisent ces programmes, comment ça se mène concrètement sur le terrain et finalement, quel impact ça peut avoir aussi bien chez les élèves que chez les entrepreneurs? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sabrina Ono, chargée de projet des startups à l'école. Alors, les startups à l'école, c'est bien entendu une rencontre entre deux mondes qui se croisent très rarement dans la vie de tous les jours, avec d'un côté l'école et d'autre part l'innovation et les entreprises innovantes. Donc, en fait, les enseignants viennent à nous avec un réel besoin d'application et de représentation, on va dire, tangible des sciences. Donc, les projets vont se greffer au programme académique des enseignants et faire en sorte d'avoir des applications, des représentations concrètes où la start-up va apporter ses compétences et son regard de terrain, son expertise. Donc, les classes qui sont impliquées vont de la 6e à la 3e. Donc, nous adaptons bien sûr les projets pédagogiques au niveau de la classe. On propose 3 types de projets. Donc, premièrement, des projets que nous, on qualifie de scientifiques et technologiques, où les élèves vont vraiment réfléchir à des problématiques concrètes liées aux sciences et avec à la clé des productions, des prototypages, des preuves de concept liées bien sûr au domaine d'activité de l'entreprise. On propose également des projets que nous on qualifie de business, où là, le sujet va être orienté vers des aspects plutôt économiques et mercatiques sur les produits innovants développés par nos startups. Et enfin, une troisième catégorie de projet qu'on appelle un projet de création de startup, où la classe va être immergée dans l'écosystème startup et va réfléchir à une réelle solution correspondant à un besoin, donc une solution innovante propre. Ces projets, ils sont articulés autour de 3 phases. Donc, premièrement,
on fait ça, on organise ça avec l'enseignant. On va donc discuter d'une problématique qui fera sens dans le cadre du projet. Donc, on choisit une thématique. Cette thématique a souvent une résonance quant aux enjeux sociétaux actuels. Donc, ça peut être la transition écologique, le numérique, la télémédecine, l'intelligence artificielle. Donc, cette problématique, c'est vraiment le cœur du projet et c'est ce qui va nous accompagner au fil des semaines en fonction du temps dédié par l'enseignant, bien sûr par le médiateur du projet et par la start-up. Ensuite, le point d'ancrage vraiment de ce projet, c'est la rencontre avec la start-up et les élèves. Donc, cette rencontre, elle se fait au sein d'Agoranov. Donc, les élèves viennent rencontrer l'incubateur, viennent visiter l'incubateur, rencontrent la start-up et commencent vraiment à réfléchir à la problématique. Et puis, donc, au fil des semaines, le projet se construit, se nourrit. On fait des points intermédiaires afin voilà, d'apporter à la fois nos lumières avec les compétences et l'expertise de la start-up et d'adapter bien sûr tous les éléments de langage, le contexte un peu technique qui peut être ardu pour que ce soit assimilable par les élèves. Et ensuite, en troisième, la dernière phase de ce projet, c'est la restitution orale. C'est vraiment l'aboutissement du travail des élèves où les élèves sont généralement très fiers de présenter leurs prototypes, leurs solutions et d'avoir bien sûr un réel feedback de la part de la start-up. Et on essaie aussi d'organiser un petit comité, un petit jury composé des membres d'Agoranov pour poser des questions et puis les challenger un petit peu par rapport à tout ça. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation et de la mise en place de ces projets. Ben c'est vraiment très intéressant. Vous nous disiez, quand on avait un peu discuté, qu'il y avait souvent la nécessité, vous étiez aperçu qu'il y avait quand même souvent un fossé entre la réalité du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, et des a priori des jeunes qui avaient souvent nécessité en début de parcours de débunker certaines idées reçues, de recaler certaines réalités. Oui, effectivement. En fait, quand ils viennent au sein de l'incubateur à Agoranov, c'est vrai que c'est un projet qui est immersif, c'est très surprenant en fait de voir leur réaction parce que on leur parle d'innovation, de recherche, de science, qui sont des concepts en fait très abstraits. Et au final, quand ils arrivent à voir les usages, les applications concrètes, c'est vrai que c'est deux réalités en fait. Et en mars, par exemple, on a travaillé sur un projet de méthanisation avec la start-up Sublime Énergie. Et le fait de voir qu'en fait, derrière nos habitudes, nos modes de consommation, le recyclage de nos déchets, on arrivait à produire de l'énergie nouvelle grâce à un phénomène qu'on appelle la méthanisation. Tout de suite, ça prend du sens, tout de suite, il y a une ampleur, il y a une application à tout ça. Et bien entendu, donc on peut vraiment dire que ça réduit le fossé entre, d'une part, la théorie et d'autre part, l'application, la réalité, les usages et les bénéfices pour la société. Oui, puis des conceptions aussi. Vous me parliez notamment d'un projet sur la télémédecine. Oui, tout à fait. La télémédecine, effectivement, c'est un sujet d'actualité. C'est peut-être, sera sûrement, je pense, un sujet d'avenir aussi. Et c'est des choses qu'on essaie d'insérer dans le cadre de nos projets. On provoque aussi les mini-débats pour avoir leur perception et puis pour qu'ils deviennent en fait les acteurs de demain, puisque ce sera à la fois des bénéficiaires, mais aussi des utilisateurs et peut-être même des inventeurs. C'est ça. Et ce que vous étiez aperçu, c'est que pour eux, dans leur imaginaire, remplacer l'humain par des robots dans le monde de la médecine, c'était pour eux complètement inconcevable. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'a priori, là pour le moment, je pense que les réflexions, elles sont vraiment un petit peu précoces. On a eu du mal à leur faire comprendre qu'on allait remplacer, ou peut-être pas remplacer, mais substituer un certain nombre de tâches par de l'automatique, par de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est là le travail, en fait, c'est-à-dire on va progressivement les amener à comprendre en fait qu'il y a un besoin, qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses qui peuvent se faire différemment, mais voilà, qu'il y a des avantages et c'est très, très intéressant de voir leur réaction par rapport à ça. Donc, il y a un vrai travail que vous menez sur ce terrain-là. Alors, j'ai quelques questions. Une première question, on me demande quels sont les professeurs qui suivent ces projets, en effet, de quelle discipline sont-ils ?
Alors, les disciplines sont très variées, tout comme les âges et les niveaux des classes. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on va de la 6e au bac+3, on va même jusqu'au M1 cette année. Et au niveau des disciplines, donc c'est des professeurs de SVT, des professeurs de technologie, mais aussi d'économie, puisque quand on met en place des projets de création de start-up, il y a aussi un regard économique qui est assez important. On fait des projets en traitant des problématiques qui sont plus marketing, communication. Donc, c'est vrai que les profils et les disciplines des professeurs sont assez variés. On est du coup dans ce type de projet où vraiment une interaction et un travail avec 3 expertises, hein, l'enseignant, l'entrepreneur et puis le médiateur, le travail que vous menez. La question que nous pose Claire Girard-Rodari est justement quel est le financement de ce dispositif et notamment le temps du médiateur? Comment ça se finance? Je peux répondre à ça. Oui. En fait, c'est un projet qu'on a pu lancer parce qu'on a été accompagné par le programme CSTI des investissements d'avenir qui nous a aidé à incuber ce projet. Un médiateur peut piloter par an. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire parce que si je dis un chiffre trop élevé, Sabrina va pas être contente, mais je pense que 20 ou 25 projets dans une année pédagogique, c'est pas impossible. Aujourd'hui, c'est pas forcément. Enfin, il faut aussi que Sabrina s'occupe de la coordination du programme au niveau national. Donc, ça vous donne une idée à la fois du temps et puis du financement qui peut aller autour. Aujourd'hui, on est maintenant soutenu par à la fois la ville de Paris et la région Île-de-France pour l'action d'Agoranov. Et on est en train de travailler avec des structures partenaires pour monter avec eux des financements locaux pour le médiateur ou la médiatrice qui serait dans la structure, dans telle métropole, ville, etc. ou région, parce que je pense que ça repose beaucoup sur à la fois la qualité qui est assez remarquable des personnes qui sont impliquées, mais aussi sur des soutiens locaux. Je pense que c'est là que ça prendra vraiment. Parce qu'il y a un vrai bénéfice aussi pour le maillage au sein des territoires. Parce que sinon, les startups, vous savez, elles sont un peu désincarnées. Et puis, à contrario, c'est aussi l'enseignement que je suis qui ose le dire comme ça. En même temps, les écoles, les collèges et les lycées passent assez facilement à côté de pans importants aujourd'hui de la réalité qui n'est pas simplement économique, mais qui est de la réalité du monde de l'innovation, de la réalité technologique du 21e siècle, qui est plus présente dans les cartables des collégiens et des lycéens que dans les enseignements qui sont parfois dispensés. Et donc, je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a que c'est super que les écosystèmes locaux, territoriaux sachent mailler entre les technopoles, les incubateurs, les startups, les collèges, les lycées. Oui, donc vous répondez, merci Jean-Michel, en partie à la question de Sophie Delage. Quelle motivation pour la start-up où trouve-t-elle son intérêt? Et donc un intérêt effectivement de se faire connaître, que le monde de l'innovation soit mieux diffusé, mieux connu? Non, très sincèrement, l'intérêt des startups là-dedans, c'est parce que les bipèdes travaillant dans les startups qui sont impliqués dans les projets, ça leur plaît. Je sais qu'on a tout le temps cette question, elle est extrêmement légitime, mais je pense très, très humblement que la raison pour laquelle on a souvent cette question, c'est parce que on a une image des startups qui est très monolithique. Et j'invite ceux de nos auditeurs qui seraient intéressés par le programme à prendre contact avec Sabrina, avec nous. La réalité du monde des startups, c'est que ce sont, pardonnez-moi, je vais continuer sur un ton semi-humoristique, des bipèdes parfaitement normaux, parfaitement civilisés, et pour lesquels participer à un projet pédagogique avec des jeunes, ils trouvent ça pour continuer kiffant. Pour beaucoup d'entre eux, pour pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Algama, la start-up du film, c'est une start-up qui avait levé 3 millions d'euros auprès d'un fonds singapourien, c'était le premier investissement en France de ce fonds singapourien, qui était un fonds qui avait eu des parts dans Waze, Facebook et 2 ou 3 autres joyeusetés comme ça. Donc, c'était une start-up tout à fait à fort potentiel et ça n'a pas empêché qu'ils ont fait des yaourts à base d'algues avec des mômes de 4e.
Donc, c'est vraiment une belle histoire, en effet. Je vais revenir vers Sabrina. Merci Jean-Michel. Avec une question sur vraiment le déroulé, comment ça se passe. Avec Pierre Bonton qui nous demande combien de temps est consacré dans une classe pour un tel projet. Alors ça, c'est discrétionnaire, c'est-à-dire que ça dépend de l'engagement de l'enseignant, du temps qu'il veut dédier à ce projet-là. Il faut savoir, donc comme je l'ai dit au tout début, c'est un projet qui se greffe vraiment au programme académique, mais c'est modulable. Si l'enseignant veut y dédier 6 heures, c'est possible. S'il veut s'y consacrer pendant toute une durée, comme ça a été le cas pour Algama, puisque la start-up a mis à la disposition des élèves un laboratoire à raison de 2 heures par semaine, c'est aussi quelque chose qui est faisable. Donc, en fait, ça dépend vraiment du projet, des envies des enseignants. Et voilà, on fait vraiment du sur-mesure, on va dire. Entendu. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle que c'est un projet effectivement qui émane de la ville et de Paris, et de la région Île-de-France, mais qui est disponible sous diverses modalités, mais sur l'ensemble du territoire français ou presque. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de vous s'il y a des motivations par rapport à ce dispositif. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Restez avec nous. Alors, Jean-Michel doit nous quitter. Ouais, je dois m'excuser, mais en fait, j'avais une contrainte. Donc, merci infiniment à vous. Mais effectivement, on est très heureux s'il y a des collègues qui ont ne serait-ce qu'envie de discuter avec nous de tout ça. Voilà. Écoutez, merci Jean-Michel. Sabrina restera avec nous pour si jamais il y a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau. Et je vous propose du coup de passer à la 3e intervention, où nous allons parler de vaccination avec Kitri Largetot. Je ne vois pas Kitri, mais voilà, c'est peut-être le fil qui n'apparaît pas bien chez moi. Donc, Kitri est docteur en immunologie et médiatrice scientifique au Palais de la Découverte depuis 2015 à l'unité des sciences de la vie. Du fait de sa formation et de son expérience, bien sûr, elle travaille beaucoup sur les sujets de santé, de vaccination, d'épidémie. Et en 2017, elle a été impliquée dans la conception de l'exposition Pasteur, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense, et chargée du développement des médiations associées, c'est-à-dire des exposés format Palais de la Découverte, qu'on connaît tous, sur les questions liées à la vaccination. Alors, avant que Kitri nous raconte son travail, je vous propose de découvrir quelques extraits de ces médiations avec une courte vidéo que Damien va nous projeter. On va imaginer ensemble qu'on est une équipe de recherche. Et notre objectif, dans l'heure là, ça va être de fabriquer un vaccin. Je vois que le jeune homme secoue la tête. T'es à fond, t'es prêt? Mais alors, beaucoup d'autres disciplines pour mettre au point un vaccin. La sociologie, l'économie, la santé publique, l'épidémiologie, c'est tout ça. Alors moi, au Palais de la Découverte, je ne vais pas vous parler d'économie. Ce n'est pas notre expertise. On va se concentrer sur l'immunologie et la microbiologie. Et ça tombe bien parce que c'est ça dont on a besoin pour inventer un vaccin. Alors par quoi vous commenceriez, vous, pour mettre au point un vaccin? Je vous écoute, parlez fort que je puisse vous entendre. Déjà, il faut définir pour quelle maladie. Déjà, on doit chercher... D'accord. Donc, madame, vous commenceriez par choisir la maladie contre laquelle vous voulez faire un vaccin. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on est en équipe, on discute. Souvent, on n'est pas d'accord. Donc, on le dit, on argumente, c'est le principe. Et les scientifiques, au départ, ils sont souvent pas d'accord. C'est avec le temps, les expériences qu'on va se mettre d'accord. Contre quelle maladie vous voulez mettre au point un vaccin? Le coronavirus. Ah, bah alors, c'est étonnant. Alors, c'est rentré. Maintenant, on va se partager les rôles. Moi, je joue le rôle du microbe. Et vous, vous êtes responsable de la survie de notre bonhomme bodybuildé. Attention, pas de médicaments, vous n'êtes pas médecin, vous êtes son système immunitaire. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors moi, je fais mon boulot de microbe. Ah bah, il faut m'expliquer comment vous faites stop, parce que moi, la fièvre, oui, il y a de la fièvre, mais ça ne permet pas de stopper. Les phagocytes. Ah! Ouf! Vous n'êtes pas bien partis quand même. Alors, j'ai entendu globules blancs et phagocytes. Alors oui, des globules blancs. Ce sont les cellules de notre système immunitaire. Alors, il y en a plein. On les appelle aussi leucocytes. Ah, c'est lequel, le phagocyte qui mange? Ah, je les ai bien découpés. Oui, c'est à peu près ça la forme, effectivement. Ce sont effectivement les premiers qui agissent.
Celui-là, on l'appelle le macrophage. Phage, qui ment. Oui, je vois ça, effectivement, c'est le geste. C'est Pac-Man, hein, c'est l'idée. Oui, c'est ça. Macrophage, phage qui mange, macro, gros, le gros mangeur. OK? Et je vais aussi prendre la cellule dendritique. Ah, ça, c'est quand il y en a un qui enlève et qui les envoie Ah, il y en a un qui enlève et qui a... Ouais, on va voir ça. Donc, les premiers qui agissent, ce sont eux. Je les mets où? Dans le sang. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je complète l'anatomie. C'est gros vaisseau sanguin. D'accord, alors je les mets dans le sang. Sauf que mon microbe, il est où, là? Ben, il est là. Donc, le problème, c'est comment eux, ils savent qu'il y a un problème là. Donc, ce n'est pas les premiers à agir. Je vais les mettre où, les premiers à agir? Du coup là? Ben oui, exactement. Écoutez, merci beaucoup pour cette vidéo de Kitri qui nous plonge effectivement dans l'ambiance du palais. Hein. Alors, on est avec la vaccination sur un sujet extrêmement présent dans l'espace public, mais à la fois très controversé. Et donc, on a envie de vous demander comment est-ce que vous avez choisi de traiter ce sujet, d'aborder cet atelier. Quel type de public vous visez finalement avec cette proposition et que viennent-ils chercher? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc l'extrait que vous venez de voir d'une médiation, il est plutôt récent, mais c'est un travail effectivement qu'on a commencé en 2016-2017. C'est important de le rappeler parce que le contexte à l'époque, il est assez prégnant déjà sur la question de la vaccination. C'était le moment de la concertation citoyenne sur ce sujet-là. C'est le moment où des experts ont aussi donné leur avis et c'est le moment où le gouvernement a décidé de rendre obligatoire un certain nombre de vaccins. Donc, c'est vrai qu'il y avait un contexte chargé. L'exposition, elle, traitait de Pasteur, de son œuvre. Donc, la partie de vaccination, c'était un de ses travaux parmi beaucoup d'autres. Et au niveau de mes collègues médiateurs, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté du sujet de la vaccination, que les gens se posaient beaucoup de questions à ce moment-là et qu'il fallait qu'on l'aborde. Donc, on n'était pas tous tout à fait d'accord sur la façon d'en parler et ça a suscité des interactions, des discussions intéressantes au niveau des médiateurs. Le parti pris, par exemple, que vous avez vu là, le mien, c'était d'essayer déjà de sortir du débat pour ou contre, qui n'était pas le plus intéressant, et de recentrer sur les données scientifiques. J'ai remarqué à l'époque que beaucoup de médias, que ce soit télévision, que ce soit radio ou presse, le débat s'orientait très rapidement sur les parties santé publique, éthique et économique. Et on avait à ce moment-là peu le temps des données scientifiques, de microbiologie, d'immunologie, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et au Palais de la Découverte, moi en tant que médiatrice, c'était là le rôle qui me semblait important de prendre. D'où le positionnement de base que vous avez vu dans la vidéo, c'est mettre en situation le public comme une équipe de recherche. Vraiment, je voulais pouvoir leur raconter et interagir avec eux sur ce que fait la recherche, les échos de la recherche vraiment à ce moment-là, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on cherche. C'est vraiment tout ça. Et cette façon-là permet de créer très rapidement une interaction avec le public et une émulation qui va se prolonger tout au long de l'exposé. Il y a quelques points clés du coup de cette expérience que je ressors. C'est notamment l'utilité de fonctionner un peu comme avec des tiroirs, des petites boîtes que je peux actionner au moment opportun en fonction des questions ou des remarques que je vais avoir. Et donc, l'exposé va vraiment varier et s'adapter au public en temps réel. Donc, c'est un peu une typologie de contenu avec un format de médiation derrière. Donc, ça peut être par exemple un quiz avec plusieurs questions pour essayer de comprendre à quoi sert tel ou tel vaccin, est-ce qu'il me protège ou les autres. Ça va être des objets vraiment de recherche ou des vidéos. Ça va être la mallette pédagogique que vous avez vue qui permet de vraiment comprendre ce qu'on va mettre dans le vaccin, de le discuter avec eux, d'entendre leurs propres idées et de voir comment le corps réagit. C'est des jeux de rôle aussi. Voilà. Donc, en fonction des questions, on va pouvoir adapter et ça crée une confiance, ça crée un dialogue et ça révèle beaucoup de questions. Un autre point important, c'est quand il y a une remarque et quand il y a une question, de par toute la biblio que le médiateur peut avoir en tête, etc., on va plaquer des idées sur ce que veut dire la personne qui vient de poser cette question.
Et ça peut être un peu risqué parce qu'on peut du coup s'étendre sur plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'elle voulait. Et on peut même aller sur des sujets qui sont plus tendancieux ou plus complexes. Donc, il y a vraiment une importance à reformuler, à inciter la personne à reformuler sa question pour vraiment cibler ce qui l'intéresse. Et ça lui permet aussi à lui de se dire, mais pourquoi je pose cette question, qu'est-ce que je veux dire et d'où je tiens ça. Par exemple, parfois j'ai, mais finalement, les anti-vaccins, qu'est-ce qu'ils reprochent? Donc, c'est juste que la personne a vaguement entendu parler d'anti-vaccins, mais elle ne sait pas qu'est-ce qui est amené sur le sujet. Donc, il faut essayer de la pousser un petit peu pour se rendre compte qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle a entendu et où elle l'a entendu. Et ça, c'est important de responsabiliser dans les sources, par exemple, et dans le type d'argument qu'on va utiliser. En l'occurrence, moi, je discute des arguments vraiment scientifiques. On a effectivement un public qui s'interroge, qui cherche à comprendre, qui entend plein de choses et qui cherche à comprendre, qui vient vous voir pour ça. Vous avez aussi un public aussi qui vient chercher des clés de discours, notamment tous les professionnels de santé. Oui, alors effectivement, ça, c'est une des choses qui nous a interrogés. On ne s'attendait pas à avoir ce public-là, les professionnels de santé, donc c'est étudiants jusqu'à vraiment professionnels, médecins, vétérinaires, aides-soignants, infirmiers. On ne s'attendait pas à avoir ce public-là, mais on en a beaucoup eu, effectivement. Au vu des questions et des échanges qu'on a pu avoir avec eux, ce qu'ils venaient chercher, c'était l'actualité scientifique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tel ou tel vaccin, où on en est, qu'est-ce qu'on sait. Et c'est aussi effectivement une façon d'en parler. Donc ça, c'est ressorti de manière particulière en parallèle des autres publics, entre guillemets, plus classiques que l'on peut avoir, des collégiens ou lycéens ou des familles en général qui viennent s'informer. Et du coup, vous proposez des sessions particulières pour ces professionnels? Non, pas encore, parce que pour l'instant, on était vraiment sur le public scolaire ou alors le grand public, donc venant, mais ça fait partie du coup des idées qui ont effectivement émergé parce qu'on ne s'attendait pas du tout à les avoir. Donc, on a commencé à réfléchir effectivement à ce qu'on pourrait leur proposer de manière plus particulière. Il y a forcément, je pense effectivement, un vrai besoin. Alors, évidemment, on est en pleine, le vaccin c'est vraiment un vrai sujet d'actualité là avec le vaccin contre la Covid-19, avec quand même une méfiance d'une partie non négligeable de la population. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous développez des choses spécifiques? Est-ce que vous avez vu arriver de nouveaux publics, de nouveaux questionnements? Alors nous, aujourd'hui, en étant confinés à Universcience, on a développé déjà toute une offre en ligne, que ce soit par le blog ou que ce soit par la Cité de la Santé ou des conférences, pour ce qui est et des dossiers construits pour ça. Pour ce qui est de la médiation, en fait, on a commencé à proposer des exposés dès février dernier. Donc, on était assez tôt au cours de l'épidémie. Et il y a une chose qui ressemble beaucoup par rapport à ce que je faisais déjà avec les vaccins, c'est l'importance de la bibliographie qui était déjà cruciale pour les vaccins. Avoir énormément d'exemples pour être capable de rebondir sur les différentes maladies, les différents vaccins, pour en parler le plus justement possible. Donc ça reste important en période de Covid, sauf que il y en a qui arrivent tous les jours. Donc, il faut arriver à faire cette littérature scientifique, à prendre la distance entre effectivement ce qui est juste sorti, de ce qui commence à avoir plusieurs études et faire comprendre ça au public, tout en parallèle en faisant la bibliographie plus médiatique, je dirais, auquel les gens ont accès. Donc, effectivement, en exposé, j'ai des personnes en direct qui avaient leur téléphone et qui m'ont dit « on vient d'apprendre ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?» Bon. Donc, il faut effectivement, dans ces cas-là, ne pas être déconnecté de ce que les gens entendent, mais arriver à leur faire prendre du recul et à leur faire, et soi-même à prendre du recul pour bien choisir son discours et leur permettre en fait de savoir ce sur quoi ils peuvent s'appuyer de manière plus certaine et de les accompagner dans la complexité, dans l'incertitude et donc dans le fonctionnement de la recherche au fur et à mesure. C'est tout cet enjeu-là qui est important et qui est très intéressant à travailler particulièrement en ce moment. Est-ce que vous avez dans les gens qui fréquentent effectivement vos lieux des gens qui sont vraiment anti-vax, par exemple, et qui viennent avec des idées très, très, très préconçues sur la vaccination, y compris peut-être vraiment en débattre, ou est-ce que vous-même cherchez à entrer en contact avec des gens qui ont des avis très tranchés? Alors, vraiment anti-vaccin, ce n'est pas le public cible, ce n'est pas celui qu'on va avoir le plus fréquemment au Palais de la Découverte, par exemple. Après, il n'est pas majoritaire.
Et quand on parle de méfiance, il faut faire attention. Il y en a qui sont vraiment méfiants et plus difficiles, mais il y a des personnes juste qui ont un doute légitime. On parle beaucoup des hésitants vaccinaux. Il y a des gens aussi en ce moment avec la Covid qui peuvent être hésitants vis-à-vis du vaccin. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes depuis du coup maintenant plusieurs années qui se posent des questions légitimes sur les vaccins. J'ai des parents, par exemple, dont la jeune fille va atteindre la puberté et qui se posent des questions sur le vaccin papillomavirus. Et en fait, ça, c'est important et l'exposé et l'interaction indirecte leur permet d'oser poser ces questions et d'en discuter. Ça ne fait pas qu'ils ressortent avec une réponse. Je ne leur dis pas « oui, vous devez la faire vacciner ou non », ce n'est pas mon rôle. Mais par contre, je discute des données. Voilà. Et ça, c'est un public qu'on a, c'est un public qui est nombreux et c'est ce public-là aussi qui est important à accompagner dans toutes ces choses qui se passent. Quand on regarde des études, on parle souvent des personnes qui seraient un peu contre les vaccins ou qui doutent beaucoup. Si on regarde de plus près, l'avis varie fortement en fonction du vaccin. Selon le vaccin, on ne va pas avoir la même méfiance. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ces nuances sont importantes des deux côtés. Qu'on soit plutôt méfiant ou qu'on soit plutôt très pour, il faut de la nuance et c'est ce que permet, je pense, cette approche très interactive avec beaucoup d'exemples de biblio sous la main pour montrer les décisions, ce qui vient de données scientifiques, de ce qui vient de la santé publique. Et là, on ouvre un débat qui est intéressant et on crée un vrai dialogue avec le public. Merci beaucoup. Vous répondez du coup en partie, je pense, là à la question de Grégory Rojas qui vous demandait quel est le type de public que vous suivez. Donc, je pense qu'effectivement, on a des gens qui viennent, qui se posent des questions et qui viennent chercher des réponses fiables chez vous notamment. Est-ce que, merci beaucoup Kitri pour tout cet exposé, est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent de la part des auditeurs? Pour l'instant, on n'en a pas remonté. En tout cas, on voit que les ateliers que vous menez sont effectivement extrêmement interactifs, toujours très, très participatifs. Ce sont des formats qui séduisent toujours, sur lesquels les gens sont à l'aise et participent. En tout cas, sur la vaccination, c'est vrai que c'est pas, on ne peut pas faire d'expérience spectaculaire, hein, contrairement à d'autres qui sont réputés pour le palais de la découverte. Mais on a vraiment, moi ce que je remarque, et c'est pareil sur les coronavirus ou ce type de sujet, on a par contre des personnes qui veulent vraiment discuter, vraiment des réponses et qui sont prêts à rester longtemps. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir du spectaculaire et peut-être une foule en salle, on a des personnes avec qui on va pouvoir rester à discuter, alors que normalement un exposé c'est 50 minutes, on peut rester 2 heures, etc. Donc il y a vraiment des questions, des interrogations, parfois des inquiétudes, et puis voilà, une envie de comprendre, et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, merci beaucoup. Il y a une deuxième question, toujours sur la question des publics. Hein, dans l'enjeu de renforcer la médiation, le personnel professionnel peut-il être formé à la médiation par ce type de dispositif? Quelle suite à cette initiative? C'est une question de Guy-Antoine Dufour. Donc, probablement de formation des professionnels de la santé ou de la culture scientifique, c'est un peu flou. Je vous laisse répondre sur l'un et l'autre des cas. Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question. Au niveau des formations, il y a déjà plusieurs choses. Il y a une partie vraiment scientifique, comme je le disais, et j'insiste sur des sujets, je pense, qui sont comme ça controversés. Il faut avoir de la matière pour étayer, pour nuancer et pour être intelligible et pour que les personnes vraiment acceptent de nous entendre et fassent confiance en fait au discours que l'on a, même dans ces incertitudes. Au niveau des publics, par exemple, là, on accompagne aussi des enseignants qui ont des formations à l'esprit critique. Donc là, moi, ce que je propose par les vaccins, ce n'est pas directement de parler d'esprit critique, mais la façon d'aborder le sujet permet de temps en temps justement d'interpeller les personnes, le public, sur ça. Donc justement, en questionnant les sources, avec telle expérience, qu'est-ce que je peux en dire, qu'est-ce que je ne peux pas en dire? Si j'ai un résultat, ce n'est pas suffisant. Donc il y a plein de choses comme ça, on va pouvoir les interpeller. Donc ça fait partie aussi des cibles qui peuvent être intéressantes. Et le personnel médical aussi, qui clairement a été demandeur sur cet exposé. D'accord, merci. Le personnel médical, vous avez une personne nous pose la question effectivement un peu du détail de qui concrètement peut venir. Est-ce qu'il s'agit de médecins, d'infirmiers, autres? Ouais. Alors, ils étaient vraiment venus pour la plupart de leur propre initiative. Hein. Ce n'était pas un groupe, c'était des visiteurs individuels, avec quelques classes aussi. On a eu quelques étudiants en kiné, par exemple, en vétérinaire.
Voilà, c'était vraiment individuel et ça allait des médecins, infirmiers, des généralistes ou des spécialisés, aides-soignants, des puéricultrices. C'était assez varié finalement dans ce domaine de la santé. Entendu. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on a bien retenu qu'il y a probablement des choses à poursuivre sur cette formation des professionnels. Il y a une vraie demande, une vraie attente. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Je n'ai plus de questions à ce stade, en tout cas, concernant ce sujet. Donc, je vous remercie beaucoup, Kitri. Et puis, je vous propose de passer à la dernière intervention de cette table ronde. Autour des questions de transition énergétique et défis citoyens, et pour laquelle nous accueillons deux personnes. Marianne Buffard, qui est chef de projet médiation scientifique en territoire au Jardin des Sciences à Strasbourg, auparavant ingénieure d'études à l'Université de Strasbourg aussi, et Sandrine Bron, qui est directrice de la Nef des Sciences à Mulhouse. Alors, Marianne et Sandrine vont nous parler d'un ensemble d'actions qui sont dédiées à l'engagement citoyen sur les questions climatiques et de transition énergétique. Ce sont des actions qui sont nées d'un appel à projet territorial, des actions qui ont été lancées en mars dernier, qu'elles ont réussi à mener malgré tout, à bien, mais dans des formes adaptées bien sûr, et elles vont nous raconter comment. Alors, je vais d'abord m'adresser à Marianne. Bonjour Marianne, je ne vois pas, mais voilà, Marianne doit être là avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour. Voilà, donc en fait, votre programme s'inscrit dans un contexte connu de tous, hein, mais qui a une réalité très très locale. C'est la fermeture de la centrale de Fessenheim en 2020 et bien sûr tous les enjeux sociaux, territoriaux qui en découlent. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez envie de faire par rapport à tout ça? À qui s'adresse votre projet et avec quel objectif? Oui, très bien. Je vous remercie déjà de nous avoir invités. Est-ce que c'est bon, on m'entend bien? Oui. Du coup, alors effectivement, notre projet s'inscrit dans un contexte un peu particulier. Il s'agit de la première fermeture de centrale nucléaire en France, de la centrale donc, de Fessenheim, qui a donc éteint son premier réacteur en février de l'année dernière et le deuxième réacteur a été arrêté en juin. Du coup, notre projet qui s'intitule Transition énergétique, défis citoyens, s'adresse en priorité aux habitants du territoire de la CCPRB, mais en réalité aux habitants du territoire autour de cette centrale, c'est-à-dire l'entièreté des habitants du département du Haut-Rhin, et on pourrait même élargir cela au niveau du bassin du Rhin supérieur. Aujourd'hui, les questions de transition énergétique sont de toute manière à aborder et sont abordées dans la plupart des cas de manière transversale entre effectivement différentes échelles. Ce contexte post-Fessenheim, il a ouvert tout un champ des possibles, un champ des débats, hein, et il a laissé place à de nombreuses possibilités d'action. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de nous positionner pour aider, répondre aux besoins des personnes du terrain qui veulent bouger et qui ont déjà ou souhaitent lancer des projets. Ce qu'on a imaginé, c'est une forme de parcours citoyen qui est inspiré du CUSEC, hein, des parcours qui avaient été organisés en région parisienne. Pardon, Marianne, vous pouvez nous rappeler CUSEC? Désolée, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde ait en tête les programmes CUSEC. Alors, je ne suis pas forcément la plus calée pour en parler autour de cette table. Je propose que Sandrine prenne la parole, parce que Sandrine a participé, en fait, à travailler du coup dans ces parcours, donc elle sera peut-être plus à même de répondre. Oui, si tu veux, je peux prendre le relais sur la question. Je veux bien. Voilà, donc question de sciences, enjeux citoyens, et en particulier du coup la partie CUSEC carré. Moi, j'ai bossé donc sur le deuxième volet du projet, et donc c'est en effet un projet qui souhaite proposer une participation citoyenne sur un enjeu de sciences-société autour de plusieurs niveaux d'implication, dans la co-construction d'une exposition, dans l'enrichissement de cette exposition à travers des événements, toute une programmation culturelle, et où l'objectif, c'était à chaque fois de permettre au maximum des interactions entre le milieu de la recherche, le milieu des collectivités politiques et le grand public. Voilà, pour faire. Merci pour cette précision de contexte. Merci Marianne, on vous écoute, pardon.
Donc, l'idée, c'est bel et bien en fait d'engager un groupe de citoyens dans un parcours réflexif qui est co-construit, qui part de l'intérêt et des questionnements des citoyens eux-mêmes. Ils font en fait le travail eux-mêmes de réflexion et de recherche, si je peux dire, de l'information, puisque nous sommes là pour les appuyer, pour les aider à justement concrétiser ce fameux parcours. Mais l'idée est bel et bien, comme l'a dit Sandrine, comme dans le programme QSEC, qu'ils puissent restituer eux-mêmes leur parole via une valorisation finale qui peut prendre différentes formes, et cela en relation du coup avec les acteurs locaux. Notre but, c'est vraiment voilà, de pouvoir créer des synergies entre ce qui se fait aussi déjà sur le territoire. Donc, pour l'instant, nous avons accompagné plusieurs groupes. Certains de ces groupes ont été donc accompagnés par moi-même directement, mais plusieurs parcours ont été effectués par donc, des partenaires, puisque nous ne sommes pas allés tout seuls dans ce projet. Je ne sais pas si on voit en ce moment la diapo qui a été donc préparée par Sandrine avec tous les logos, mais vous verrez qu'on est de nombreux partenaires dans ce projet, et notamment du coup la Nef des sciences de Mulhouse, mais également Terre Avenir. J'ai vu tout à l'heure que Madame Sophie Delage est là en participante, donc je la salue à cette occasion. Et donc ces deux partenaires ont aussi réalisé des parcours de leur côté, ce qui fait que notre action a une envergure, je dirais, régionale, hein, puisque Terre Avenir est basée dans l'Aube, la Nef des sciences sur Mulhouse, et puis que le Jardin des sciences, nous, on est plutôt normalement sur le Bas-Rhin. Pour ma part, du coup, j'ai travaillé avec deux groupes quand même plutôt axés sur la CCPRB, donc la communauté de communes autour de Fessenheim, notamment le groupe Énergie Partagée, qui est un groupe de citoyens qui a décidé de lancer une société d'investissement dans les énergies renouvelables, dans le photovoltaïque, spécifiquement sur la CCPRB, et pour cela, pour répondre à des enjeux d'approvisionnement d'une énergie diversifiée. Donc voilà, on les appuie sur leur communication de médiation sur le terrain. On a également, je vais très rapidement passer dessus parce que je sais qu'on est très limité en temps, organiser des ateliers de concertation donc, à la demande de la chargée de mission plan climat du pays Rhin Vignoble Grand Ballon. Nous avons organisé des ateliers de concertation à destination des scolaires, donc qui s'adressaient à l'ensemble des établissements du PETR. Ces ateliers de concertation, c'est, pour faire très simple, une formule condensée en 2 heures. Donc, on fait venir un spécialiste, il y a un échange la première heure, et la deuxième heure, c'est vraiment un travail de table ronde, de réflexion avec les élèves. Forcément, hein, comme vous le connaissez, vous le savez, dans le milieu scolaire, le temps file à une vitesse grand V, et effectivement, on est toujours un petit peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. Je rejoins les autres intervenants hein, qui ont déjà fait mention de ces sujets. Voilà pour ce qui est de nos parcours. Ensuite, peut-être Sandrine va parler spécifiquement du parcours de Fessenheim. Je pense que j'ai tenu mes 5 minutes, je ne voudrais pas lui voler le temps de parole. Non, merci Marianne. Effectivement, je trouve que le projet et la démarche que vous avez, le positionnement en fait, que vous avez en médiation et scientifique est vraiment intéressant, parce que vous êtes vraiment des facilitateurs de groupes, vous accompagnez des groupes et des motivations, des gens qui ont envie de faire des choses, et vous êtes vraiment une structure d'appui à la fois pour faciliter la cohésion du groupe, la manière de mener un projet, accompagnement de projet, etc., et puis aussi des connecteurs à des univers auxquels ils n'ont pas forcément accès, l'univers des sciences et des techniques d'une part, et puis aussi l'univers politique, hein, les autorités publiques avec qui vous essayez de créer du lien pour donner de la voix et donner de l'ampleur à ce qui se fait chez ces groupes de citoyens. Donc, je trouve vraiment que c'est un positionnement très intéressant. Et du coup, on se tourne effectivement maintenant vers Sandrine, qui a porté un de ces parcours, hein, de ce vaste projet. Et donc, vous avez, dans ce cadre, mené un projet avec un groupe d'éco-délégués. Vous nous redirez rapidement ce que sont les éco-délégués, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde sache. Donc, un groupe d'éco-délégués d'un collège de Fessenheim. Et donc, effectivement, on a envie que vous nous racontiez tout ce que vous avez pu mettre en place dans le cadre de ce projet. Très bien, bonjour et merci de m'écouter. Donc, en effet, quand le Jardin des Sciences nous a proposé de mener un parcours, on a décidé de plutôt s'intéresser à un public captif pour des raisons pratico-pratiques, mais aussi qui pouvait avoir un intérêt fort dans la thématique.
Et donc, on parle quand même du futur du territoire. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec les éco-délégués. Donc, les éco-délégués, il me semble que c'est une initiative de l'Éducation nationale qui est assez récente. Je crois que c'est la première année que ça existe, si je ne m'abuse. Et donc, c'est un élève ou une élève par niveau, par classe, voilà, qui va avoir à cœur de s'intéresser aux questions un peu éco-citoyennes dans le collège. Et donc, pour le collège de Fessenheim avec qui on travaille actuellement, ça fait 16 élèves en tout. Voilà, et on travaille aussi avec le collège de Vogelsheim, mais je vais revenir là-dessus. Donc, pour notre parcours, on a décidé de faire un partenariat avec l'Université de Haute-Alsace, en particulier avec le CRESAT, qui est un laboratoire de sociologie qui s'intéresse vraiment au démantèlement de Fessenheim d'un point de vue social, c'est-à-dire quel va être l'impact social de la fermeture de la centrale. Et donc, pour ça, on travaille avec un chercheur qui s'appelle Teva Meyer et qui a la particularité de travailler conjointement avec une artiste qui est en résidence à la Kunsthalle, qui est un centre d'art contemporain à Mulhouse, et qui est vraiment une artiste chercheuse qui travaille aussi sur les représentations du nucléaire et en particulier liées à la fermeture de la centrale. Et donc, on a fait pas mal de rencontres et on a décidé de concrètement proposer un parcours pour les collégiens en lien avec justement cette mutation du territoire et ce qu'ils souhaiteraient en faire, aussi bien d'un point de vue société que transition énergétique. Donc pour ça, on a pensé 4 séances. Une première, un peu de médiation autour de l'énergie, comment on fabrique de l'électricité, qu'est-ce que le nucléaire, parlons un peu de Fessenheim, le mix énergétique, les énergies renouvelables, voilà, pour s'assurer, puisqu'on a plusieurs niveaux différents, qu'on a une base de connaissances communes pour la suite. Ensuite, une séance beaucoup plus sur du brainstorming commun à travers voilà, des petits jeux d'ateliers de bouche à oreille de la recherche, des tribunaux d'idées, voilà, des choses comme ça où on va plutôt les faire réfléchir sur la notion de territoire, sur la notion de futur, de transition énergétique, etc. Où on va leur demander un peu de défendre 3 positions différentes. Une position vraiment sur le futur de la centrale, donc une position vraiment on supprime la centrale, mais on reste dans l'énergétique, le technologique, et on fait de ce centre un lieu voilà, un lieu de technologie lié à la transition énergétique. Au contraire, une position beaucoup plus dramatique, ou vraiment, enfin dramatique dans le sens gros changement, où du coup on va vraiment remettre au vert et faire totalement autre chose de ce territoire. Et puis une 3e position de patrimonialisation, où on va mettre un petit peu la centrale sous cloche comme un souvenir fort du territoire. Enfin, voilà. Et donc à travers ces débats d'idées, essayer vraiment de concevoir une idée de ce que pourrait être pour eux le futur de Fessenheim. Et on complète cette séance par un atelier en lien avec l'artiste, où on va vraiment les amener sur le site pour à la fois dessiner le territoire tel qu'il est actuellement et par-dessus imaginer le futur pour avoir une vraie projection de la part des jeunes. Voilà, avant de terminer avec une 4e séance vraiment d'échange avec le chercheur Teva Meyer, l'artiste Elisa Loin qui travaille vraiment sur le côté artistique des représentations de la radioactivité, et puis une autre chercheuse qui s'appelle Florence Frolig et qui travaille dans une université suédoise, qui est ethnologue et qui, elle, du coup, va s'emparer de tout ce parcours de réflexion des collégiens pour ensuite rédiger un article, puisqu'elle s'intéresse également à la fermeture de Fessenheim et d'un point de vue vraiment patrimonialisation du site. Voilà. Et donc, à la fin, toute cette production graphique et ce parcours va à la fois donner lieu à une valorisation en termes d'exposition, voilà, d'événements un peu où on va pouvoir montrer tout ce parcours, mais va aussi devenir du coup du matériel scientifique, et on va voir avec eux comment ça devient des données et qu'est-ce que l'ethnologue va en faire. Voilà, et donc je parlais du collège de Vogelsheim, j'en ai pour 30 secondes promis. Non, vas-y, mais bien sûr, pas tout de suite. Donc, à la base, l'idée, c'est de faire exactement le même parcours en parallèle avec ce collège-là. Il se trouve qu'avec les règles Covid, on n'a pas pu faire ce parcours parce que le collège de Vogelsheim est totalement fermé.
et ne peut pas recevoir du public. En revanche, ils sont disponibles pour la 4e séance de rencontre avec le chercheur et l'artiste et la chercheuse. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on va terminer avec un groupe sur cette rencontre et donc enrichir en confrontant les dessins avec le travail du chercheur, de la chercheuse et de l'artiste. Et en fait, on va commencer le nouveau groupe de Vogelsheim avec aussi cette séance de rencontre. Et d'un point de vue médiation, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner en termes de différence de parcours, voilà, entre un parcours qui commence par ça, un parcours qui termine par ça. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Non, mais en effet, c'est très intéressant. Il y a une réelle continuité. Je trouve que les projets que vous menez sont des projets très complets dans lesquels on déploie l'ensemble de la palette en fait, de nos savoir-faire et de nos missions de culture scientifique. Et je trouve vraiment qu'il y a une valeur très forte. J'étais particulièrement attentif effectivement sur le fait de se connecter à un programme de recherche et non plus d'être le réceptacle le récepteur, on va dire, de recherche descendante qu'on va pouvoir nous raconter, mais être nous-mêmes l'objet de production de valeurs et de données qui peuvent servir des projets de recherche, notamment en sociologie, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'on oublie souvent que nous, on est en contact permanent avec les publics, ce que sont peu finalement, ou moins souvent, ou moins de facilité les acteurs de la recherche, et que là, il y a une vraie valeur, en tout cas de contact, qui est vraiment à mettre en évidence. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, il y a déjà une question. Alors, on va prendre la question, et puis après, on avait quelques autres éléments à partager. Il y a une question d'Alexandre qui nous demande « EDF a-t-il été associé à votre démarche autour de cette centrale? Si oui, comment? Sinon, pourquoi ?» Marianne, je ne sais pas si tu peux parler du projet dans sa globalité. Oui, alors au niveau de l'association d'EDF par rapport à ce projet de centrale, enfin de ce projet d'atelier de dessin dont Sandrine a parlé, EDF a été invité à la discussion, si je peux dire, mais n'a pas forcément répondu très présent dès le départ pour s'impliquer de manière davantage dans ce projet. Donc, ils n'ont pas une place plus importante aujourd'hui. C'est à la fois, je pense, un avantage et également un inconvénient sur certains aspects, forcément. Mais ça rejoint une discussion, un débat peut-être un petit peu plus large que nous avons, sur lequel nous réfléchissons avec Sandrine sur le positionnement aujourd'hui de nos institutions, justement face à l'émergence de ces nouveaux sujets qui peuvent polariser la société, tels que le nucléaire, justement, mais telle que également la transition énergétique qui s'appuie principalement sur le numérique. C'est un gros sujet. Alors, je ne sais pas si on est peut-être un petit peu précoce pour répondre ou si j'enchaîne effectivement. Vas-y, tout à fait. Effectivement, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin de faire du lien entre les citoyens et la science. Il y a un besoin d'apprendre à ces différents groupes, je dirais, à apprendre à pouvoir communiquer ensemble, à pouvoir apprendre à maîtriser le langage de l'autre, parce que des fois, c'est une question, enfin, très souvent, c'est également une question de termes, mais ce n'est pas toujours qu'une question de technicité. Les réponses que nous pouvons apporter ne sont pas nécessairement, enfin, ne sont pas de l'information descendante sous forme d'une vérité supérieure de la science par rapport à cette question bien précise, par exemple, de la transition énergétique avec le numérique. Là, c'est un vrai enjeu de société qui dépend des valeurs, des représentations des gens et de leurs valeurs. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accueillir cette parole pour pouvoir en fait la prendre en compte et la faire exister également. Je ne sais pas si Sandrine, tu veux réagir peut-être sur cet aspect-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué, qu'aujourd'hui, notre positionnement à nous doit servir à pouvoir échanger sur ces sujets principaux et à écouter également les oppositions, à pouvoir les mettre peut-être en lumière. En l'occurrence, la place des acteurs privés dans ce débat, elle est compliquée à articuler également.
Il y a tout un enjeu, en effet. Enfin, vous avez vraiment un rôle pivot. Hein. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Il y a beaucoup de volonté, de choses qui se passent sur le territoire, mais il y a une nécessité, effectivement. Enfin, il y a une place à prendre, en tout cas, pour venir connecter pas mal de choses. Et tout l'enjeu est de créer ces conditions du dialogue, quoi. Pas forcément avoir des discussions unilatérales avec des gens qui ne s'entendent pas, qui ne s'écoutent pas, mais vraiment d'arriver à traduire et de créer et de nouer le dialogue. Oui, en fait, il y a un vrai besoin de transversalité, hein, mais réel entre les différents, entre la société civile, entre la recherche et entre l'administration et les politiques. Et ce besoin de dialogue, c'est de la médiation, en fait, et il doit être investi par les acteurs que nous sommes, puisque c'est notre rôle et que personne n'est mieux amené que nous-mêmes, je dirais, à pouvoir effectuer cette articulation. Et également parce que c'est le seul moyen d'être réellement efficace, en fait, aussi pour chacun de ces acteurs. Aujourd'hui, on sent les limites de ce cloisonnement et la mise en relation. Quand on fait des projets d'implication avec des citoyens ou qu'on les associe à une démarche scientifique, très souvent, le chercheur qui est associé est lui-même, en fait, dans une situation de médiation citoyenne, entre guillemets, si je peux dire. Parfait, mais merci beaucoup Marianne. Alors, il est effectivement 17h51, je vous remercie toutes les deux. Je voulais peut-être, avant de conclure, voir si les différents, nos 6 invités d'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont prêtées au jeu, et je vous remercie beaucoup, est-ce que vous avez vous-même des questions sur des questions ou des remarques sur les projets que vous avez pu entendre, des choses qui suscitent ou des rapprochements avec ce que vous-même vous pouvez mener. Alors, le temps de vous laisser réfléchir, j'ai une question pour Kitri Largetot de la part de Mathieu Gesta. Y a-t-il une évaluation de la perception du sujet vaccinal avant et après la médiation? Et là, c'est non. On n'a pas, en tout cas, pas de façon formalisée. Hein. Ça va juste être des ressentis des médiateurs. Hein. On n'a pas quelque chose de formalisé. Donc, je ne peux pas répondre sur ce changement de perception du public avant et après médiation. Ça serait très intéressant de le faire. Ce que je peux voir, c'est que clairement, en fonction de comment on aborde le sujet, parce que j'ai des collègues qui ne le font pas comme moi, on ne va pas susciter les mêmes questions. Donc, clairement, s'il y a un changement de perception, il sera assez différent en fonction de la façon dont on a mené la médiation. Très bien, merci beaucoup Kitri. Est-ce que… alors, j'avais une question aussi qui m'intéressait, donc je reviens juste à la… Sauf si l'un d'entre vous a envie d'intervenir, évidemment, je ne vais pas occuper la place pour rien, mais j'avais une question encore pour Marianne et Sandrine. C'est vrai que l'engagement citoyen, c'est quand même quelque chose de… c'est une vraie démarche, c'est lourd à mener, c'est lourd à suivre. Quelles difficultés ou facilités même avez-vous rencontré, vous, de votre côté, pour mener ça à bien sur votre territoire? Engager des groupes et les tenir sur la longueur, les accompagner sur la longueur. Moi, si je peux répondre très rapidement, en fait, c'est une des raisons pour laquelle la Nef des Sciences s'est tournée vers un public collégien captif. C'est parce qu'on avait vraiment la crainte du fait de ma première expérience aussi avec QC Carré, de la difficulté que c'est justement d'engager des groupes parce qu'on parle de parcours, donc sur plusieurs séances, à des heures qui sont compliquées quand on est par exemple des personnes actives, des choses comme ça. Et effectivement, c'est pas évident de réussir à engager voilà, sur un long terme. Alors, ce que me disait Marianne, c'est que du coup, quand on touche un peu au transfrontalier, on se rend compte que finalement, c'est très français et qu'en Allemagne, les citoyens sont un peu plus enclins à faire ce travail d'engagement. Mais c'est vrai que… en tout cas, que ce soit sur QC Carré ou même ici, on
on a vraiment eu du mal à trouver quelque chose qui permet de garder la flamme sur plusieurs séances comme ça et de proposer un engagement. Je crois que c'est quand même intéressant, c'est quand même cet argument que cette parole, on en fait quelque chose, soit parce qu'on a un lien avec la sphère politique dans le cadre des concertations citoyennes, ou parce qu'on permet ainsi de faire une ouverture pour la recherche dans le cadre des projets collégiens. Je pense que ça, c'est un argument assez utile de dire qu'en fait, la parole n'est pas juste entendue, mais elle est aussi utilisée. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes si on veut mobiliser des groupes, à mon sens. Entendu. Mais merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, j'ai une dernière question, et je pense que ce sera la dernière de la session. Cette fois, c'est pour Sabrina. Sur le projet Startup à l'école, et avec Claire Girard-Rodari qui se demande pourquoi, c'est vrai, en effet, je ne m'étais pas posé la question, pourquoi on s'adresse plutôt à des collégiens, si on a bien compris, et pas des lycéens. Cette question est très utile parce qu'en fait, on ne s'adresse pas qu'à des collégiens, on s'adresse à la fois à des collégiens, à des lycéens, à des BTS, et on va jusqu'au Bac+3. Donc, tout public est concerné par les projets Startup à l'école. Parfait. Mais merci, au moins on saura et on saura en parler. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous les 6 pour votre intervention. C'était vraiment un vrai plaisir de vous écouter. J'espère qu'on a pu, en tout cas, éclairer les personnes qui étaient avec nous. Donc, toujours pareil, on a pu répondre à un certain nombre de questions, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez rentrer en contact avec les uns ou les autres. Et puis, donc, voilà, on va se dire au revoir. Il est pratiquement 18h. Juste avant de vous quitter, je vous invite quand même à retrouver, du coup, ces journées de l'AMSI, la nouvelle donne de la CSTI, demain à 11h pour une deuxième table ronde, qui sera cette fois sur le thème de la culture scientifique, technique et industrielle dans les politiques éditoriales. Voilà, donc j'espère qu'on s'y retrouvera nombreux. Et puis, je vous remercie beaucoup à tous et je vous dis bonne soirée.